euh, de la saison 2 de Festival en Mouvement. Avant toute chose, quelques petites... alors, je vais te demander le partage, Rudy, par contre, Ouais, du PowerPoint. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Avant toute chose, je vais vous demander si c'est possible de renommer vos comptes, vos profils par le prénom et nom du festival. Je vois que la plupart l'ont fait, mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, bien évidemment, bien couper le micro quand on ne parle pas. Voilà. Donc là, c'est webinaire sur la mise en place des navettes pour l'acheminement de vos publics. Euh, je- T'as passé, je pense. Voilà. Il y aura plusieurs parties que je vais vous exposer juste après. Vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Il y aura 5 minutes de questions-réponses par partie. Donc, on va vous demander on répondra aux questions vraiment sur chaque partie. Après, on va se concentrer sur les questions-réponses de chaque partie, pardon. S'il y a des questions sur les navettes plus globalement, on utilisera le temps de fin, la demi-heure pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça et on sera attentif à bien répertorier les questions-réponses. Voilà. ah, désolé Tu es Marina, sur le contrôle, Rudy, ou pas? Ouais, mais... j'essaie de valider les participants en même temps, mais du coup, ça zappe les slides en même temps. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais. Je me demandais. C'est pas très bien fichu leur truc parce qu'on peut pas faire les deux en même temps, visiblement. Je regarde juste s'il y a des personnes qui sont en salle d'attente. Normalement, non, moi, j'en vois pas là. Ok. Bon, ce qu'on peut se dire, Voilà, c'est que quand tu contrôles, tu acceptes aussi les gens, comme ça t'évitera d'être perturbé. tout à fait. Je veux Faisons ça. bien. Merci. Pour information, comme vous avez pu le voir, ce webinaire est enregistré. Voilà, jusqu'à le temps d'échange de toute fin, la demi-heure sur toutes questions-réponses confondues. Voilà, ça repasse pas. Ah, si, c'est bon, pardon. Donc, pour faire un tour rapide sur le déroulé du webinaire, d'abord, Rudy du collectif des festivals que vous connaissez va vous partager les enseignements de l'étude sur les navettes plus particulièrement. Ensuite, nous allons voir avec Michael Morel-Jean ici de On Tour la mise en place de navettes par un prestataire. Ça, c'est les parties dont je vous parlais tout à l'heure. Il y aura à chaque fois des questions-réponses 5 minutes sur vraiment la mise en place des navettes par le prestataire. Ensuite, la mise en place de navettes par le festival. On aura d'abord un tour d'horizon sur le contexte réglementaire et l'immatriculation tourisme par Rudy. Et ensuite, on aura le témoignage du festival Au Foin de la Rue par Mathieu Leget et Laura Violette, qui mettent en place des navettes, le navette au foin, directement organisé par eux. Ensuite, il y aura la mise en place de navettes par la collectivité. Donc là, Armel, je suis désolée si j'écorche le nom, Gueneugue de Keolis interviendra. Et à la toute fin, il y aura ce temps d'échange sur toute question-réponse. Vous pouvez aussi faire votre retour d'expérience et puis revenir sur des points. Peut-être qu'on n'aura pas les réponses, mais on ira les chercher. Voilà. Je laisse la parole à Rudy sur la partie d'enseignement d'études. Euh, hop. Je te laisse poursuivre, Rudy. Très bien, Excuse-moi, hein, je suis en train d'admettre en même temps. Hop. pas de souci. Ok, bonjour à toutes et à tous. Rudy, je travaille au collectif des festivals pour celles et ceux qui ne me connaissent pas.
Je vais vous reparler rapidement de l'étude sur la mobilité des publics et des équipes de festivals qui a été réalisée auprès d'un certain nombre d'entre vous, en tout cas de vos festivals, puisque le panel est d'environ une cinquantaine de festivals et cette étude a été réalisée pendant l'été 2023 avec les premiers résultats qui avaient été publiés en début d'année 2024. Donc c'était une grosse étude, toujours accessible sur notre site internet, environ 180 pages, je crois. Donc c'est toujours bien de se replonger dedans parce qu'il y a beaucoup de contenu et du coup j'ai essayé d'extraire un petit peu le contenu en lien avec notre sujet du jour, donc notamment les navettes. Il y a quelques infos intéressantes à ce sujet. Première info, sans surprise, mais c'était intéressant de le voir confirmé par les chiffres. Lorsqu'une navette est mise en place de façon gratuite, elle attire un petit peu plus de personnes. Donc la différence n'est pas non plus flagrante, environ un point de participation en plus quand la navette est gratuite. Donc voilà, c'est aussi un enseignement qui est intéressant de voir que la gratuité n'est pas non plus un levier extrêmement puissant et qu'à l'inverse, une navette payante à condition qu'elle soit efficace et bien pensée, n'est pas non plus un frein absolu dans les pratiques de mobilité. Donc on a une tendance plutôt d'attractivité pardon, pour les navettes gratuites, mais c'est pas non plus un frein absolu pour les navettes qui sont facturées. Autre enseignement intéressant, c'est les festivals qui proposent un service de navette, ici représenté en vert dans les deux histogrammes, ont une part modale de la voiture qui est moins élevée et qui se reporte sur le train. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque l'écart est à peu près similaire. On a 15 points de personnes en moins qui prennent la voiture quand il y a un service de navette qui est proposé et un report vers le train puisqu'on a 15 points de participation en plus de public qui prennent le train. Donc c'est notamment le cas, on peut l'imaginer, même si le panel était assez large, donc on n'a pas les cas particuliers, mais on peut imaginer que c'est notamment le cas des festivals qui proposent des navettes entre la gare et le festival, puisque du coup, ça permet de parcourir les derniers kilomètres qui sont parfois un frein à la venue au festival en train. Maintenant, une approche un petit peu plus, comment dire, en termes de représentation et de ressenti des répondants, donc à la fois extrait de la partie quantitative, donc du questionnaire, mais également des entretiens et de la partie du coup un petit peu plus qualitative qui avait été réalisée par les sociologues de Sociotopie, qui ont remarqué que dans les représentations collectives, les modes de déplacement collectifs, donc la navette, mais aussi le train, le bus, s'oppose souvent aux modes individuels. C'est-à-dire qu'on va définir et on va considérer les modes de déplacement collectif comparativement systématiquement à la voiture. Ils sont moins bien que la voiture. Ils sont peut-être moins rapides. Euh, et du coup, ça veut dire deux choses. En tout cas, on peut en interpréter deux actions. Premièrement, que en termes de communication, il ne faut pas oublier et sous-estimer l'importance de valoriser ces modes de déplacement qui présentent un certain nombre d'avantages quand même. Par exemple, on a souvent l'image de la voiture qui est le mode de déplacement qui permet le plus de liberté. Or, quand on est dans un festival et qu'on a eu diverses consommations, on peut au contraire être retenu sur le festival quand on est conducteur, bah, parce que pour des questions de sécurité, parce qu'on n'est pas encore apte à la conduite, ou par peur des contrôles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez représenté dans les réponses aux études sur les mobilités. Donc en fait, en communiquant et en choisissant le bon champ lexical, on peut au contraire revaloriser ces modes de déplacement en disant que la navette, c'est aussi la liberté de repartir dès le lendemain du festival, par exemple, sans être coincé. On peut imaginer tout un tas de choses pour revaloriser un petit peu ce mode de déplacement-là. En sentiment perçu également, on a un sentiment d'insécurité qui peut ressortir parfois quand on parle de mode de déplacement collectif, voire d'agressivité face à la coprésence et à l'incivilité potentielle perçue, ressentie des différents usagers. Donc là, c'est plus peut-être des solutions opérationnelles qu'on peut imaginer, la mise en place d'un service de sécurité au départ, à l'arrivée, voire même au sein du bus. On aura tout à l'heure l'intervention d'une personne de Keolis Rennes qui encadre le dispositif au transmusical. On pourra lui poser la question, comment y répondre face à cet enjeu. Mais également, on peut imaginer d'autres choses peut-être un peu moins lourdes, un règlement, une charte, ou la présence de bénévoles qui pourraient faire de la médiation face à des passagers qui auraient éventuellement des conduites peut-être
pas approprié. En lien également avec ce sentiment, la promiscuité, donc cette fois-ci le fait que ben, forcément il y a une forte densité dans les modes de déplacement collectif, avec le franchissement des distances intimes et personnelles, qui peut provoquer un inconfort et un stress. Donc là, peut-être une solution un petit peu plus logistique, quand c'est possible, bien calibrer et augmenter la rotation des navettes pour éviter qu'elles soient tout simplement trop bondées, en limitant le nombre de personnes debout notamment. Donc pour les navettes qui sont vraiment plus sous forme de car avec des places assises, on a peut-être moins ce problème-là que les navettes urbaines en format bus avec des personnes debout. Et enfin, une dernière chose, c'est la représentation du temps, un des mots du 21e siècle qui forcément joue un rôle important dans le choix du mode de déplacement pour se rendre en festival. Là, il y a peut-être aussi des choses à imaginer pour faire en sorte que le temps passé dans les modes de déplacement collectif, qui peut être un petit peu plus élevé effectivement que celui de la voiture, qui est plus efficace en termes de rapidité, ne soit pas du temps perdu et que ce temps-là fasse partie intégrante de l'expérience festivalière, voire même du programme du festival. On a des exemples de festivals qui arrivent à très bien le faire. Le plus emblématique, c'est sans doute la Mad Jack, puisque le déplacement pour se rendre au festival fait partie intégrante de l'expérience et du programme du festival. Donc, sans aller forcément jusqu'à ce niveau-là, on peut imaginer d'autres choses pour rendre ce temps de déplacement agréable, euh, même souhaitable, comme des animations, des jeux. Pour un festival avec lequel je travaille, on imagine par exemple d'organiser un concours de mix ouvert à tous les DJ, avec du coup un des DJ ou une des DJ qui aurait la chance d'avoir son mix diffusé dans toutes les navettes avec également ce mix qui serait agrémenté de phrases, de petits jeux et de choses un peu sympas pour rendre ce moment agréable. Donc ça, pour le coup, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour en faire un moment chouette. Donc voilà, c'était les principales choses qui concernaient directement le sujet des navettes. Il y a d'autres choses qui sont évidemment interconnectées sur tout un tas d'autres sujets en termes de perception, en termes d'autres modes de déplacement. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais vous en dire. Je ne sais pas s'il y a forcément des questions, si on passe, si on enchaîne déjà. Alors j'essaie d'admettre. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai vu, j'ai admis. Parfait. S'il Alors n'y du a coup, on pas va enchaîner. Oui, pardon, vas-y. s'il y a pas de questions-réponses, on peut enchaîner avec Michael. Je sais pas. Est-ce que Mickaël nous a rejoint? Oui, Oui, bonjour, oui, Michael je est suis là. là. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, bah, tant mieux. Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis le gérant de OnTour. Donc, OnTour, on a un tour opérateur spécialisé pour faciliter l'accès aux événements. Donc, en fait, nous, on va se positionner pour transporter le public en faisant de l'affrètement de bus sur mesure, donc en construisant des lignes en coopération avec l'événement. Donc, bah, par rapport aux lignes de train qui peuvent exister, aux bus départementaux ou autres, aux offres de covoiturage, nous, on va venir compléter cette offre en faisant des départs sur mesure. C'est-à-dire que du coup, l'avantage du bus, c'est que techniquement, on peut partir de n'importe où à n'importe quelle heure. Et donc on discute avec l'événement pour adapter des offres, donc suivant les festivals, soit à la journée, soit sur la durée complète de l'événement. Euh, donc on peut faire des départs de n'importe où en France. Après, ça va dépendre de bah, l'origine géographique des festivaliers pour convenir ensemble de là où on part. Donc en fait, les avantages. Donc juste un petit retour sur bah, la définition de navette. Navette souvent c'est distance courte avec des fréquences, avec des rotations de bus. Donc nous pour les distances vraiment courtes, bah, je pense qu'il y aura la personne de Keolis le détaillera plus que moi. Nous on va plus se positionner sur des déplacements un peu plus loin.
au niveau de la région ou au niveau national. En fait, bah, les festivals, s'ils sont en ville, ils ont meilleur temps d'essayer de négocier avec le transport de la ville. Si c'est au niveau départemental, d'essayer de voir avec le département, avec les lignes souvent à 2 euros, etc., ce sera plus pertinent que nous, techniquement, on peut le faire. Mais nous, voilà, il y a de fortes chances que ça soit plus cher. Donc les avantages du bus de façon générale, si tu peux mettre la slide d'après. Euh, donc donc c'est direct de la ville au plus près de l'événement. Donc nous on négocie avec l'organisateur pour avoir un parking au plus près de l'entrée et si possible le parking bus bah, qui soit plus près de l'entrée par rapport aux voitures pour donner envie d'utiliser les transports en commun. Euh, donc les bus, bah, bien sûr, sont conduits par des professionnels de la conduite, donc il peut y avoir un côté rassurant au niveau sécurité. Bah, pour le retour, il suffit de monter dans le bus, vous pouvez dormir et on vous ramène tranquillement chez vous. L'avantage bah, des bus affrétés spécialement pour l'événement, c'est que des personnes que des fans de musique, des fans du festival qui voyagent dans ces bus. Donc du coup, vous pouvez déjà faire des rencontres et sympathiser avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc les horaires sont bien sûr adaptés à l'événement. Bah, on arrive pour l'ouverture et soit on repart 1 heure après la fermeture, le temps que les gens aient le temps de ressortir du site, ou soit on repart le lendemain. Et donc, les festivals le pensent pas souvent, mais donc du coup, bah, la mobilité, souvent le festival va penser à l'accueil du public une fois que le public est dans son enceinte. Mais en fait, il faut essayer de raisonner en disant, en fait, l'événement il commence à partir du moment où la personne elle sort de chez elle. Donc nous transporteurs, bah, pour nous l'événement commence déjà au niveau du transport aller. Ensuite, si tu peux mettre la slide d'après. Donc ensuite, bah voilà, on peut faire, suivant les événements, on peut faire des départs de n'importe où. Donc là, c'est un exemple où on fait pas mal de départs. Mais moi, ce que je préconise au niveau des orgas, bah, c'est on discute ensemble, quels sont vos besoins, d'où viennent votre public, et c'est de se projeter en fait sur plusieurs années en fait. Parce que le public n'a pas forcément l'habitude de prendre les transports en commun. Donc, il faut l'habituer à prendre le bus ou le train ou le covoiturage. Pour nous, ces trois moyens de transport sont complémentaires. Voilà, notre concurrent principal, c'est l'autosolisme, mais c'est de dire comment on peut inciter les gens à prendre le bus. Donc pour ça, il faut se projeter sur plusieurs années en disant, bah voilà, on fait un test sur quelques villes qui nous paraissent pertinentes, mais les habitudes, elles vont pas changer comme ça. Donc du coup, on va le faire une première année et après on va ajuster. Il faut essayer de se projeter sur 3 ans pour habituer les gens. Il faut pas se dire, bon bah voilà, je lance le truc, bon bah la première année ça va pas trop bien marcher, bon bah je laisse tomber. Non, parce que du coup, bah il faut que les gens aient l'info. La première année, les gens qui sont inscrits vont en parler aux autres. La communication, l'info va circuler comme ça. Donc, du coup, il faut se projeter sur le long terme et il faut se dire que voilà que c'est un nouveau service et que ça peut prendre du temps à mettre en place. Donc, bah, dans les avantages du bus, bah, il y a forcément euh, le gain de place au niveau des parkings, au niveau de la logistique auprès auprès de l'enceinte du festival. Donc en gros, au niveau des places de parking, l'équivalent d'un bus, ça représente 5 voitures. Voilà, ça fait bien sûr des économies aussi au niveau des émissions de CO2. Donc, vous devez savoir que 70% des émissions de CO2 d'un événement sont dues au transport du public. Donc là, sur la slide d'après, il y a un petit comparatif. Donc voilà, le plus économe en CO2, c'est le train. Donc après, c'est le car, donc qui est, qui est plus économe que la voiture électrique ramenée aux passagers.
Euh, voilà, et la slide d'après, bah, on en a déjà parlé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est en partant de chez soi que l'expérience commence pour aller sur le festival. Donc l'aller et le retour, bah, s'il y a un mauvais aller, s'il y a un mauvais retour, il peut y avoir au niveau de l'expérience du client bah, un point négatif parce que le trajet, c'est pas très bien passé. Donc, comment on s'y prend pour mettre le... Donc, nous, on parle plutôt de pack-bus en place plutôt que de navette, mais c'est équivalent. Donc, le calendrier, nous, l'objectif, c'est d'être en vente en même temps que la billetterie sèche. Pourquoi? Parce que du coup, nous, on peut vendre soit le transport, donc sec, soit juste le transport, soit packagé avec le billet. Et donc nous, donc soit on peut soit les packs peuvent être mis en vente sur notre site internet ou relayés par la billetterie du festival. Et donc c'est au moment de l'achat du billet que le transport en bus et donc le fait d'acheter un pack complet peut être impactant. Donc nous, on assiste vraiment là-dessus. Donc ça veut dire que dès que l'édition est finie et que du coup vous commencez à retravailler sur l'édition d'après. Euh, bah là, on peut commencer à discuter et puis à voir si on peut proposer un service ensemble. Ou bah, contrairement au covoiturage où les gens vont plus s'y prendre, je sais pas, une semaine, 10 jours ou quelques jours avant l'événement. Nous, c'est vraiment important que l'info soit présente dès le début pour habituer les gens à- au transport en bus. Ensuite, ça va de soi, mais je préfère le préciser. Donc, le transport a un coût. Et donc, ce coût, il y a plusieurs moyens. Il peut être payé par une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que du coup, soit c'est le festival qui prend en charge la totalité du transport, soit c'est le festivalier qui va payer son transport à 100% et qui paye tout seul, soit c'est les collectivités locales qui peuvent financer, par exemple, des navettes gratuites, etc. Ou soit c'est un mix des deux ou des trois. Donc, donc les gens comparent forcément les moyens de transport entre eux avec le prix. Voilà, bah, quand on compare avec un TER, par exemple, bah, le TER, il a un certain prix qui est subventionné par la région. Donc, du coup, les TER, le métro, etc., quand vous achetez votre billet à 2,50 € ça coûte bien plus cher. C'est la région qui finance annuellement ces transports. Donc, nous clairement, on a une société privée. Donc, nous, pour les petites distances où on va comparer les prix, bah, du coup, le prix d'un bus peut paraître assez cher parce que le prix d'un bus, il va dépendre donc du nombre d'heures ou de jours d'immobilisation du conducteur et du nombre de kilomètres fait par le véhicule. Donc, c'est pas une formule exacte, mais donc, du coup, il y a un forfait de base. Et donc, pour une petite distance, on va dire, donc nous, petite distance, c'est autour de 100-200 kilomètres. Euh, que le car il fasse 50 kilomètres ou 200 kilomètres, c'est quasiment le même prix parce qu'il y a un forfait de base. Donc, pour commercialiser ces packs, surtout les premières années, nous, ce qu'on demande à l'organisation, c'est de participer à une part du financement donc de ces bus, non pas pour que nous on gagne plus d'argent, mais pour baisser en fait le prix de vente vis-à-vis du festivalier, pour l'inciter à prendre les transports en commun et habituer les gens à prendre le bus. Et donc, une fois que du coup, euh, on a mis des premières villes en vente avec le bus, une fois que les tarifs sont accessibles, on lance la machine comme ça, et après, bah, au bout de 1, 2 ou 3 ans, les ventes sont censées augmenter, les gens sont censés s'habituer à ce service, et là, du coup, le festival peut se désengager financièrement. Donc nous, on peut augmenter un peu le prix des ventes parce que le festival se désengage. Et donc du coup, c'est censé continuer à fonctionner parce que les gens sont habitués et vont être moins regardants au prix. Et après, les années d'après, on peut même
Si tu peux mettre la slide d'après, on peut même, quand on est sûr que ça remplit et que ça fonctionne, on peut même donc commissionner le festival. Et donc le festival peut même gagner un peu d'argent en proposant ces formules de transport. Mais du coup, j'insiste là-dessus, sur ce temps long. Voilà, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment, du coup, habituer les gens à changer de pratique de transport. Les Anglo-Saxons, les Suisses sont plus habitués à prendre le bus. Nous, voilà, historiquement, il y avait une loi qui donnait le monopole des transports entre grandes villes en France à la SNCF. Du coup, il est arrivé la fameuse loi Macron qui a permis de démocratiser le bus avec les Flixbus, Blablabus et compagnie. Mais donc du coup, voilà, on n'a pas forcément, enfin, on est encore beaucoup attaché à la voiture. On n'a pas forcément l'habitude de prendre le bus. Donc du coup, il y a ce côté incitation et ce côté différentes étapes pour lancer ce service. Donc pourquoi les gens vont choisir le bus? Donc il y a le côté pratique, donc il y a le côté prix. Et après, il faut que les gens aient l'information. Donc nous, on communique sur nos réseaux, on a des newsletters, voilà, tous les festivals partenaires renvoient chez nous, donc chacun peut bénéficier du flux des autres. Mais nous, on reste un prestataire technique. La force de frappe au niveau communication, c'est le festival. Donc nous, nos paquebus vont fonctionner, vont remplir si le festival communique bien sur nous. Et donc même des festivals avec qui on travaille chaque année ensemble, si une année il va nous mettre un peu moins bien sur son site internet, et ben du coup nous ça va un peu moins bien remplir parce que du coup les gens ont moins d'informations. Donc nous ce qu'on demande au festival, c'est d'être présent donc bien sûr sur son site internet. Si tu peux mettre celle d'après. Donc à la fois ouais, c'est là. À la fois donc sur la page billetterie, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est au moment de l'achat du billet que nos packs en bus sont intéressants. À la fois sur la page mobilité, info pratique, et donc mettre les transports en commun. Donc moi, quand je dis transports en commun, c'est dire bus, train, covoiturage avant les parkings et avant les aéroports. Et je dis ça parce que je vois souvent sur des sites de festivals qui sont pas forcément très grands, etc. Ils vont dire où est l'aéroport et où est le parking. Donc du coup, si vous voulez vraiment que les gens utilisent les autres moyens de transport, bah, c'est de mettre en premier bus, train et covoiturage. Et après, bah, du coup, de communiquer sur les réseaux, donc des moyens de communiquer. Bon, bah, donc le comment venir, le côté bah, écologique par rapport aux émissions de CO2, etc. Le côté convivial, donc des points que j'ai déjà abordés, de différents points des avantages du bus, pardon. Euh, et puis une newsletter spéciale mobilité, donc qui englobe les différents moyens de transport. Donc une fois de plus, pour nous, on est complémentaire avec les autres moyens de transport. Euh, donc après, on peut regarder bah, un petit exemple, par exemple, avec le tableau. Donc ça, c'est un festival avec qui on travaille en Bretagne. Donc on a travaillé pour la première fois avec eux en 2023, donc en 2024. Donc là, je vous ai mis les chiffres. Donc on a fait cinq villes de départ. Donc Lanester, Nantes, Paris, Rennes et Vannes. Et donc, nous, on fonctionne par ligne de départ, c'est-à-dire qu'une ligne de bus, elle ramasse plusieurs villes. Et donc, le but du jeu, c'est un bus, en gros, c'est 50 personnes. Et donc, nous on amortit autour de 40. Donc, le but du jeu, c'est d'être minimum 40 par ligne. Euh, donc la ligne 1, elle faisait les villes Nantes, Vannes, Lanester. Donc la première année, on était 41. Et la ligne 2, elle faisait Paris-Rennes. Donc pour nous, c'est des lignes indépendantes. Donc plus il y a de lignes, quelque part, plus on prend un risque de remplir ou pas. Donc la première année, euh, on était 41 donc sur une ligne et 28 sur l'autre. Donc nous, quand c'est comme ça dans le modèle économique, ben, en fait, on demande au festival de payer les sièges vides jusqu'à 40
pour que nous on perde pas d'argent. Et ensuite, donc là, l'ensemble des deux lignes, ça fait 69 personnes. Donc sur les 69, il y en a 44 qui ont pris avec le pass du festival et 25 sans le pass. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient déjà acheté le pass festival voilà, tout seuls de leur côté et après ensuite qui nous ont découvert qui ont acheté juste le transport. Donc avec nous, on peut acheter soit juste le transport aller-retour ou soit le transport aller-retour plus le pass du festival. Donc euh, là du coup, donc pour le festival, ça lui a coûté 500 euros. Les 44 passes vendus, du coup, bah, qu'il n'aurait pas vendu sans nous parce que les gens ne seraient pas venus s'il n'y avait pas ce service proposé, ça lui a rapporté 5 940. Donc la différence des deux, bah, du coup, ça lui a permis le coût, le petit coût de mise en place, en fait, ça lui a permis de vendre des passes en plus. Et la deuxième année, bah, du coup, en principe, bah, ça augmente un petit peu. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais donc du coup, chaque ligne a augmenté un petit peu. Voilà. Mais après, euh, pour résumer un petit peu, donc le succès des pack bus, donc ça va dépendre donc de la communication du festival, des prix bien sûr. Et après, ça dépend aussi hein, de la programmation et du côté exclusif de l'événement. C'est-à-dire que nous, si l'événement fonctionne mieux, on va mieux fonctionner. Nous, on suit la même courbe. Et inversement, bah, si pour raison X ou Y, ils vont un peu moins parce que ça prog est un peu moins bien ou parce qu'il y a plus de concurrence à côté ou etc. Bah, nous, on va vendre aussi un peu moins bien. Après, bah, d'autres bonnes pratiques pour inciter les gens, bah, pas forcément par le prix, c'est de rajouter des petits plus dans le pack. Donc, suivant les événements, bah, si ça peut être des billets coupe-file à l'entrée, bah, ceux qui arrivent en bus, au lieu d'attendre à l'entrée pour quand c'est un peu la queue, etc. Bah, s'ils ont une entrée réservée pour eux, bah, l'année d'après, les gens le savent et ils se disent, bah, c'est pratique, j'ai pas besoin d'attendre 30 minutes à l'entrée, je peux y aller tout seul. Donc, il y a l'emplacement du parking bus, bah, c'est beaucoup mieux si il est plus près de l'entrée que du parking voiture. Euh, et après, bah, dans le comparatif des moyens de transport, il y en a pas beaucoup qui le font encore en France, mais donc du coup, vous, souvent, le festival dans ses coûts fixes, il va inclure le parking, le barriérage, les bénévoles qui participent au parking, etc. Et il va dire que le parking est gratuit, mais en fait, pour lui, il est payant, parce que du coup, ça lui coûte du temps, ça lui coûte de l'argent, ça lui coûte de la surface, et il va l'inclure dans son pass d'entrée. À partir du moment où le parking voiture devient payant, bah, les gens ils vont comparer en disant bah, le train il a 30 euros, le bus il a 35 euros, et bah, mon parking il a 20 euros. Donc là aussi, bah, c'est un moyen aussi de, de remettre le bus, on va dire, à sa juste place et les autres transports, à ne pas passer quelque part, quand on rend le parking voiture payant, on incite les gens à venir en voiture. Donc ça peut être aussi des réductions sur le prix du billet qui nous sont vendus comme on vend sous forme de pack ou d'autres petits avantages, des tickets boissons offerts ou autre chose. Je me dépêche un peu parce que je crois que j'ai dépassé le temps. Euh, et voilà, donc nous, soit on vend juste le bus aller-retour, soit on peut le packager donc avec le pass du festival et on peut aussi le packager avec l'hébergement. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu près le tour. Merci, Michael. Je sais pas s'il y a des questions pour Michael et pour du coup son offre de package ou de bus en vente sèche. En attendant que vous préparez vos questions, juste je rebondis sur ce que tu as dit, donc qui me rappelle aussi beaucoup de choses qui ont été analysées dans l'étude de Sociotopie. Tout d'abord, le fait que la voiture soit un moyen de déplacement malheureusement très efficace, parce que c'est aussi un moyen de déplacement très émissif, nécessite, en tout cas c'est vraiment un des enseignements de l'étude, de justement la remettre à sa juste valeur et comment dire, la pénaliser au maximum, la voiture en tant que mode de déplacement. Donc tu l'as très bien dit, le parking payant est un levier efficace pour rééquilibrer justement. C'est une sorte d'écotaxe en fait qui va être à la fois une pénalité
et permettre aussi de financer des dispositifs plus vertueux comme la mise en place de navettes et du coup agir comme un vrai levier de changement de pratique. Ça, c'était la première chose. Et également rappeler que dans l'étude de sociotopie, le facteur économique, dont le coût du déplacement, arrive seulement en cinquième position dans la hiérarchie des critères de choix d'un mode de déplacement. Donc avant ça, il y a la praticité. Il y a ensuite le fait qu'il n'y ait pas forcément d'autres possibilités depuis le lieu de départ, donc plus une contrainte. Ensuite, il y a la rapidité. Ensuite, il y a les raisons écologiques. Et seulement après, il y a le prix. Donc voilà, comme tu disais, la mobilité a un coût. Et il ne faut pas avoir peur, parce que ça peut être une des craintes pour les orgas de mettre en place un service qui peut paraître cher, mais en réalité, la mobilité a un coût. Et ce n'est pas forcément le critère principal des festivaliers et festivalières. Bah, donc après, donc je l'ai pas dit, donc oui, après il y a des festivals qui mettent le parking à 35 euros et donc du coup, bah, de l'autre côté, on transporte des milliers de personnes en bus. Donc après, le coût du parking, ça peut impliquer d'autres problématiques au niveau logistique, au niveau etc. Mais Je crois qu'il y a une Marie-Pauline d'Élémentaire, question. vous avez une question? Ouais. Oui, ben, bonjour à tout le monde et merci Mickaël. Par rapport à l'exemple que tu as donné avec le Paris-Rennes, comme moi j'avais plutôt en tête qu'un tour venait peut-être compléter des lignes qui n'étaient pas existantes, notamment des lignes de train, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que là ça avait été pertinent de mettre en place un bus et pas plutôt de communiquer plus vers le train? Est-ce que tu sais pourquoi le festival a fait ce choix-là? bah parce qu'après, bah, le train. Bah après, ça peut être une question de rupture de charge, si on n'en a pas parlé aussi, mais donc du coup, idéalement, bah, les gens, même si c'est un peu plus long, les gens ils préfèrent se dire bon bah voilà, je monte dans le bus à Paris et on me pose au plus près de l'entrée du festival et j'ai pas forcément bah du coup à m'arrêter à la gare, à peut-être reprendre des navettes en bus sur place. Voilà, je monte une fois dans un transport, je mets mes bagages, j'arrive et je repars. Et donc du coup après ça après c'est au cas par cas par événement où on discute aussi nous avec notre expérience les villes qui nous semblent pertinentes. L'orga va nous dire bah moi mon public il vient plutôt de là et là. Et du coup et après, on ajuste ensemble. Là, par exemple, dans cet exemple-là, il voulait même faire des départs de plus loin, de Lyon, etc., parce qu'il a que... Mais donc, du coup, moi, je lui ai dit, non, mais en fait, il vaut mieux commencer doucement. Donc, Paris, bah voilà, c'est une grande ville et ça paraît pertinent. Après, c'est pas forcément pertinent de faire des départs des départs de partout. D'accord, merci. Et j'avais une autre question, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui a... Bah, vas-y, je pense. Ouais. C'est qu'on n'était pas sûr avec ma collègue d'avoir bien compris par rapport à ce que finance le festival. Est-ce que ça va dépendre du nombre de places qui ont été vendues ou non? Et est-ce que pour le public, le prix varie? Ou est-ce que vous mettez d'accord à l'avance sur les fameuses... voilà, le festival s'engage à vous payer les 40 places vides si elles sont vides. Et le prix reste le même, peu importe le taux de remplissage, quoi, pour le public, Non, j'imagine. non, ouais, le prix reste le même, le prix reste le même pour le public. Donc nous, du coup, en fait, euh, nous, pour les premières années, on veut juste pas perdre d'argent. Donc du coup, c'est ce qu'on demande au festival euh, en fait, le coût que le festival va mettre, ça permet de baisser le prix de vente du public. Donc ça multiplie les chances de remplissage. Ah oui, d'accord. Ok, donc plus le festival va prendre en charge ce coût-là, et plus ça va faire baisser Ouais, le c'est prix. ça, c'est ça. D'accord. Donc là, le festival, il Donc, avait mis 500 euros seulement? ouais, en fait, donc là, c'est l'exemple de, en fait, une grande ligne, donc Paris-Rennes. Là, il va pas y avoir beaucoup d'impact sur le prix. Donc là, ce qu'il a mis, c'est surtout pour la petite ligne où c'est des petites distances. Bah, du coup, s'il avait pas mis 500 euros,
les trois villes proches, donc Lanester, Nantes et Vannes, en gros, elles auraient été en vente 10 euros plus cher. Parce que 500, un bus de 50, ça fait 10 euros de plus. Donc bah, du coup, pour des petites distances de 10 euros, ça peut jouer. D'accord. Et là, les prix qu'on voit à droite, c'est par personne pour l'aller-retour. Oui. D'accord. Ok, ça Et donc marche. là, c'est sur un festival de 4 jours. Et donc, c'est l'aller le premier jour et le retour le dernier jour. Hmm. Ok. Donc après, sur les festivals de plusieurs jours, la discussion, c'est est-ce qu'on les amène le premier jour et qu'on les ramène le dernier jour, ou est-ce qu'on fait des départs pour chaque soir, quoi. Hmm. Donc Et après, vous, un des avantages du bus aussi, c'est que bah, à 3 heures du matin, à la fin de ton festival, il n'y a pas d'autre moyen de transport. Donc du coup, hmm, il y a plus de train. Donc du coup, c'est peut-être un vrai côté pratique. Bah voilà, par rapport aux gens, s'ils ont bu un coup ou autre, ils peuvent rentrer en toute sécurité chez eux, quoi. ok. Et on se posait aussi cette question que nous, donc on est en Occitanie et on voit pas mal de festivals qui se posent cette question de la sécurité des derniers kilomètres. Une fois que la navette les ramène à un point particulier et qu'ensuite ils doivent reprendre leur voiture pour, par exemple, rentrer chez eux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est remonté dans le cadre de vos partenariats? Est-ce que du coup, l'idée, c'est peut-être de cibler plutôt des campings, enfin des festivals qui ont un camping, comme ça, il n'y a pas de risque que les personnes prennent la voiture après le trajet en navette? Bah après, sur les lieux de... euh, nous, par exemple, on fait une fête viticole, bah, c'est le petit plan que j'ai, une fête viticole avec, on en fait 100 lieux de départ différents. C'est à la journée, on arrive à 10 heures du matin, on rentre à 19 heures, et du coup, on pose les gens quasiment devant leur gîte, dans plein de villages différents, parce que, donc techniquement, on sait faire. Euh, si on est sûr de remplir, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça, je dirais, ça se ferait plus dans un deuxième temps. Mais oui, l'avantage du bus, c'est on peut s'arrêter à plein d'endroits différents, quoi. Et donc cibler, oui, des campings, des hôtels, des lieux Ouais, où, oui. du coup, ça Après, demande voilà, pour il le faut juste qu'il n'y ait festival. pas trop de... Si le même bus, il s'arrête à 15 endroits différents, bon, bah, celui qui est en bout de ligne, ça peut paraître un peu long. Mais... Mm, mm. Ok. Et du coup, vous demandez au festival, oui, qu'ils identifient aussi les lieux où les personnes sont hébergées, quoi. Euh, Oui, oui. Puis après, on peut même, pourquoi pas, le coupler avec le camping ou autre. ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Michael ou est-ce qu'on passe à la suite? Merci beaucoup, Michael, pour cette intervention. On va passer maintenant à la mise en place de navettes par le festival, avec une première partie de cette partie qui vraiment désigne la mise en place de navettes par le festival en régie, c'est-à-dire avec les équipes du festival, qui du coup, dans le cas de figure où le festival vraiment met en place les moyens techniques et logistiques pour transporter le public avec par exemple un chauffeur attitré qui soit bénévole salarié et des véhicules qui pourraient être loués par le festival lui-même. Donc pour cette partie-là, vous le savez sans doute, euh, plusieurs questions se posent, réglementaires, assurantielles, etc. Donc j'ai commencé un peu à défricher ce sujet qui était loin d'être facile à traiter puisqu'il y a beaucoup de flou autour de cette question. J'ai commencé par me baser sur la loi et notamment le code du tourisme qui régit ce secteur d'activité. Donc il y a un cadre général, vous allez voir, qu'on va un peu décortiquer avec pas mal d'exceptions, notamment concernant les festivals et les associations. Donc le cadre général, c'est celui qui dit que les associations qui organisent des activités de tourisme sont soumises aux mêmes règles que les opérateurs du tourisme, donc c'est l'article L211-1 du Code du tourisme, et donc doivent être immatriculés au registre national des opérateurs de voyage ou de séjour, comme peut l'être justement un tours qui est justement immatriculé à tourisme. Cette immatriculation tourisme permet à l'association d'organiser des sorties, des séjours et des voyages en France ou à l'étranger. Et quand on creuse un petit peu cette question, on se rend compte qu'il y a des exceptions, en tout cas des choses qui permettent de contourner un petit peu cette règle.
et ça va nous arranger notamment pour les festivals qui souhaitent mettre en place eux-mêmes des modes de déplacement. Donc, quand on regarde un petit peu la réglementation sur l'immatriculation de tourisme, et je remercie la Chambre des associations pour leurs précieux conseils sur ce sujet un petit peu technique, on se rend compte que l'obligation d'immatriculation s'applique finalement dès lors que la prestation de transport est vendue conjointement à un autre service. C'est-à-dire qu'il y a un package. Elle ne s'applique pas pour la vente sèche de billets de transport, c'est-à-dire quand on a la possibilité d'acheter séparément un titre de transport. C'est-à-dire que si sur la billetterie d'un festival qui n'a pas l'agrément tourisme, j'ai la possibilité de mettre dans mon panier le billet de transport seul et que je règle ce billet de transport seul, sans mettre dans le même panier un titre pour l'entrée d'un festival, donc un billet de concert ou un billet de festival, eh bien, je suis complètement dans un cadre légal. C'est-à-dire qu'un festival peut vendre des titres de transport à condition qu'ils soient vendus séparément et qu'il y ait une ligne comptable qui soit séparée. Donc, je le répète, il ne faut pas qu'on puisse rajouter dans le même panier un titre d'accès à un festival. Alors sur cette notion un petit peu comptable de séparation, c'est plus une précaution, puisque la loi n'est pas claire à ce sujet, mais d'après les recommandations de la Chambre des associations qui a fait appel à un certain nombre de conseils juridiques, c'est les recommandations de bien séparer comptablement, comme ça au moins on est sûr d'être dans le cadre réglementaire. Il est également possible, si vous voulez être encore plus, comment dire, certains, même si c'est pas obligatoire, vous pouvez même choisir un autre opérateur de billetterie. Par exemple, faire votre billetterie classiquement sur Shotgun, Dice, Billet Web, peu importe, pour vos passes de festival. Et par contre, pour vos tickets de transport, passer sur une autre billetterie parallèle comme Hello Asso. Alors là, évidemment, ça complique un petit peu et ça facilite pas le geste d'achat. C'est pour ça que, évidemment, il y a quand même un intérêt en termes de praticité d'acheter les billets conjointement, pardon. Mais par contre, ça nécessite du coup, cette fois, d'avoir l'agrément et l'immatriculation de tourisme. Juste une chose également pour finir sur cette vente sèche, il est possible d'avoir tout ça sur une même billetterie, mais de paramétrer votre billetterie pour que l'achat de la navette ne puisse pas se faire euh, conjointement à un autre service que vous proposez sur cette même billetterie. Donc ça, c'est une question de paramétrage. Il existe des dérogations pour les associations qui sont des organismes pardon, à but non lucratif par définition et dont l'activité remplit de manière cumulative ces trois critères. Donc d'abord, cette activité en question pour laquelle l'association souhaiterait organiser euh, un transport sous forme de package, il faut que ce soit à but non lucratif, donc ça c'est OK quand c'est une association. Il faut que ce soit à titre occasionnel. Donc là, déjà, on est sur une notion un petit peu plus floue. D'après le conseil juridique de la Chambre des associations, il considère, mais c'est une interprétation, il n'y a pas de jurisprudence ni de précision à ce titre, que à titre occasionnel, ça doit être moins souvent qu'une fois par an. Donc si c'est une fois par an, comme un festival, ça pourrait être retoqué. Il n'y a pas, encore une fois, de précision, mais c'est leur interprétation qui a été faite. C'est pour ça que j'ai mis le logo de la Coupe du Monde, parce que ça a lieu tous les 4 ans et ce serait OK de transporter du public tous les 4 ans ou même tous les 2 ans. En tout cas, ça rentrerait dans la définition de l'occasionnel. Et autre définition extrêmement floue, pour un groupe limité de voyageurs uniquement. Alors ça, pour le coup, même les conseils juridiques n'ont pas pu préciser cette notion qui est vraiment trop floue pour pouvoir, on ne sait pas si c'est des dizaines, des centaines. Alors sans doute pas des milliers, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une marge d'interprétation. Ces dérogations, je le répète, sont comment dire, exploitables si vous souhaitez faire des packages. Encore une fois, si vous souhaitez faire de la vente sèche de billets de transport seul, vous pouvez le faire sans avoir ces trois critères. Donc, si vous tenez à faire des packages et que vous ne rentrez pas dans ces trois dérogations, il y a deux possibilités pour rentrer dans les clous de la loi. La première, si vous êtes une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué pour les associations. C'est tout simplement de faire une demande d'immatriculation tourisme. L'organisme de référence, c'est Atout France, qui du coup vous demandera dans la constitution de votre dossier une assurance de responsabilité civile professionnelle, ce qui ça pour le coup est faisable même pour une asso. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, voire impossible pour une asso, mais faisable
si vous avez le statut d'entreprise pour votre festival, c'est une garantie financière. Donc, il y a trois organismes en France qui les proposent, grosso modo, pour en fait tout simplement euh, pouvoir prévoir un fonds au cas où il y a un accident pour le dédommagement, le rapatriement des potentielles victimes notamment. Donc ça, c'est le cas de figure plutôt destiné aux entreprises. Si vous êtes une association, c'est plus simple, mais c'est uniquement réservé aux associations. Et donc, si vous êtes une association et vous souhaitez bénéficier de l'immatriculation tourisme pour pouvoir faire ce fameux package concert plus déplacement, vous pouvez demander à bénéficier d'une extension de l'immatriculation tourisme auprès d'une union d'associations qui est immatriculée. Alors, c'est justement un des rôles de la Chambre des associations qui m'a aiguillé sur ces questions. Donc, vous pouvez faire cette démarche. C'est un dossier à remplir. C'est pas trop complexe et c'est pas non plus extrêmement cher. Donc, j'ai demandé un petit peu plus de précision avec des cas de figure à titre d'exemple. Donc, la Chambre des associations, pardon, propose cette extension d'immatriculation aux associations uniquement. Le coût dépend du chiffre d'affaires du service de transport. N-1 si vous l'avez déjà fait ou prévisionnel si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, à titre d'exemple, si vous pensez faire 4 500 € de billetterie pour ce service de navette, on vous demandera 75 € en fixe, plus 1% de ce chiffre d'affaires, plus une cotisation valable 1 an de 40 €. Ça vous ferait 160 € pour pouvoir bénéficier de cette extension d'immatriculation. Si vous avez plus de chiffre d'affaires parce que vous faites venir plus de public en navette, il y a, du coup, on passe sur le barème sur la tranche supérieure, 200 € en fixe, 1% du CA, cotisation toujours de 40 € pour l'année. Vous seriez à 440 € de charges pour bénéficier de cette extension de licence tourisme. Voilà un petit peu. Donc, en résumé, parce que c'est un petit peu complexe quand même, pour le dire plus simplement, si vous souhaitez vendre des billets de navette seuls, c'est OK à condition que vous faites un paiement unique qui est non combinable avec un ticket de concert, par exemple. Donc, de la vente sèche, vous pouvez le faire, que vous soyez une association, que vous soyez une entreprise, que vous ayez ou pas l'immatriculation tourisme. Ça, c'est la première info qui est quand même assez chouette. Deuxième info, si vous souhaitez faire de la vente de package et que vous êtes une association, vous pouvez, à condition que ce soit de manière occasionnelle, avec le flou autour de cette notion d'occasionnel, mais d'après l'interprétation, ce serait moins d'une fois par an. Et pour un petit nombre. Donc là, c'est le flou total. On vous laisse un peu libre de l'interpréter comme vous le souhaitez. On peut imaginer qu'une petite association serait dans les clous de la loi. Mais il n'y a pas de jurisprudence, donc voilà. Sinon, si vous voulez être sûr et que vous voulez faire ce vente de package, vous pouvez cotiser à l'extension d'immatriculation dont je viens de vous parler auprès d'une fédération qui est immatriculée. Il y en a plusieurs, mais je vous ai parlé de la Chambre des associations. Et si vous êtes une structure non associative et que vous souhaitez faire de la vente de package, ben, vous n'avez pas le choix. Il faudra vous immatriculer auprès d'Atout France, qui est l'organisme de référence en France sur cette question. Voilà un petit peu, vous savez tout sur la possibilité réglementaire de mettre en place des navettes en régie, c'est-à-dire avec vos équipes, vos véhicules, qui peut être une façon intéressante de tester les navettes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, sachant que je ne suis pas non plus expert, même si j'ai quand même passé un petit peu de temps sur le sujet, donc je commence à avoir une vue un peu précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, la Chambre des associations organise régulièrement des webinaires sur ce sujet. Vous pouvez aller sur leur site internet, ils ont une section immatriculation, et sur la droite, vous avez des inscriptions aux webinaires qui sont vraiment dédiées à ce sujet précis. Ça dure 2 heures. Sinon, il y a également leurs coordonnées sur leur site internet. N'hésitez pas à les contacter. Ils sont assez réactifs à Tu ce peux sujet. peut-être mettre le lien en chat, Rudy, si ça ne te dérange pas. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'immatriculation tourisme? Oui, Elsa? Oui, bonjour. Alors peut-être je pose la question un peu piège, mais est-ce que vous avez des exemples concrets de festivals qui ont mis ça en place? Et parce que moi, je me posais aussi la question, en plus de cette immatriculation, il y a aussi la question des assurances. Est-ce qu'on doit élargir l'assurance du festival et toutes ces questions derrière
le transport de personnes? Alors, c'est une bonne question, la question de l'assurance, parce que j'en ai parlé en préambule, mais je ne l'ai pas traité. Effectivement, alors, hop, je relance le diapo, je vous ai mis le lien. Hop, voilà. Alors là, j'ai vraiment parlé finalement plus de la partie réglementaire du cadre légal qui vous permet ou non de mettre en place des navettes par vos propres moyens. En ce qui concerne l'assurance, c'est un autre sujet pour lequel il faut tout simplement voir avec votre assurance directement. Donc, il n'y a pas de réponse absolue. Moi, pour le coup, en tant que président d'association, j'ai fait cette démarche. J'ai contacté mon assurance, qui est une assurance très connue et très utilisée auprès des assos, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, quel que soit le cas de figure. Donc, j'ai vraiment mis tous les sujets sur la table au cas où. Qu'on ait un runner qui soit rémunéré, c'était OK, le runner était couvert, les passagers étaient couverts et le véhicule était couvert. Pour le runner et les passagers, j'avais rien besoin de payer en plus. Par contre, pour le véhicule, j'ai dû prendre une extension de garantie auprès de mon assurance qui couvrait avant que l'association. Donc là, j'ai couvert le véhicule en particulier. Donc pendant ce temps, ce véhicule que je possédais était à la fois couvert par mon assurance classique, mais ça m'intéressait pas parce que c'était pour un usage personnel. Mais surtout, il était couvert avec cette extension de garantie que j'avais souscrit auprès de l'assurance de l'association qui couvrait du coup l'usage par un runner ou par un bénévole et également qui couvrait les passagers. Donc là-dessus, il faut vraiment voir avec votre assurance. Il y aura sans doute pas de souci parce que bah, si c'était possible, dans mon cas, j'ai regardé un petit peu d'autres associations, c'est souvent possible, euh, souvent sans extension et s'il y a une extension à prendre, c'est pas non plus énorme. Dans mon cas, pour 10 jours de couverture du véhicule, c'était 160 euros, je crois. Donc voilà, la question assurantielle n'est pas du tout bloquante. Il faut juste, par contre, et effectivement, c'est une recommandation qui est importante, faire votre démarche auprès de votre assurance pour vous assurer que vous êtes couvert, sachant que dans l'idéal, et même je vous conseille de le faire, demandez une trace écrite, un mail par exemple, pour être sûr, parce que au moins en cas de problème, vous êtes sûr que vous êtes bien couvert. Ça doit être également marqué dans votre contrat, mais c'est un peu plus pénible à lire. Donc ça, c'était la question sur l'assurance. Et après, sur la question des exemples, donc j'ai posé la question à la Chambre des Assos, avez-vous des cas de figure qui se rapprochent un petit peu de la configuration festival? Ils ont parmi leurs bénéficiaires des musées qui organisent des sorties pour du coup des amateurs de musées qui se déplacent à travers la France. C'était le sujet le plus proche de nous, donc parce qu'il y a le sujet culturel. Ils n'avaient pas d'exemple de festival concret, mais en tout cas pour eux c'était complètement dans les clous. Il n'y avait pas de spécificité particulière au public de festival. Ils ont aussi beaucoup parmi leurs bénéficiaires d'associations sportives qui vont transporter des licenciés de foot par exemple qui vont en compétition ou qui vont assister à des matchs et également euh, pas mal de loisirs aussi, mais pas de festival, pas encore. Diane avait une question également. Oui, tout à fait. Je voulais savoir combien de temps, du coup, cette immatriculation tourisme, elle durait et combien de temps il fallait pour l'obtenir. Alors j'ai la réponse sur la durée, c'est valable le temps de la cotisation, c'est-à-dire un an. Et c'est renouvelable tous les ans, sachant que sur la deuxième année, la cotisation sera calculée, donc le barème que je vous ai montré, sera calculé sur l'année N-1. Donc au début, vous l'avez sans doute pas fait, donc ce sera du prévisionnel. Par contre, la deuxième année sera calculée sur le chiffre d'affaires de votre service de navette de l'année précédente. C'est valable un an. Et ton autre question, c'était quoi, pardon? Le temps qu'il faut pour l'obtenir. Ça, je peux pas te répondre. J'avais pas l'impression que c'était très compliqué, puisque le dossier avait l'air assez simple à remplir. Mais ça, va, n'hésite pas à contacter la Chambre des Assos pour avoir la réponse. En tout cas, c'est évidemment beaucoup plus simple que une immatriculation auprès d'Atout France, qui là est un gros dossier beaucoup plus lourd. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah Elsa, vas-y. Oui, je continue un peu. C'est vrai que là, vous nous proposez plusieurs types, on va dire, de cas de figure pour organiser des navettes. Est-ce que vous avez fait un peu une grille de la pertinence d'un tel choix? Par exemple, la régie, est-ce que ça c'est plus adapté à un type de jauge ou à un type de trajet? Est-ce que vous avez
idées ou ouais, une grille de lecture sur les types de choix qu'on peut faire, surtout sur la question de la régie. Alors non, on n'a pas fait ce travail, mais ce serait intéressant d'en parler à la fin sur le temps d'échange un petit peu plus informel quand on arrivera à la fin de ce webinaire pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait le mieux, parce que je pense que ça dépend vraiment des organisations de chaque festival. C'est-à-dire qu'il y a toujours les festivals qui aiment bien expérimenter des choses en direct, qui ont une force bénévole qui est importante et qui permet d'opérer en direct ce genre de dispositif. Alors qu'il y a d'autres festivals qui vont préférer externaliser un maximum pour éviter d'avoir une charge de travail, pour aussi faire appel à des professionnels, comme le disait Michael. Il y a quand même des avantages à faire appel à faire appel, pardon, à des professionnels expérimentés. Donc ça, pour le coup, pour moi, il n'y a pas forcément comment dire, de solution miracle. Je pense que ça dépend vraiment de l'organisation interne de chacun d'entre vous. Et ça, ce sera intéressant de vous sonder un petit peu sur quelle solution vous apparaît la plus adaptée à votre typologie et à votre contexte. Il y a déjà un peu des réponses quand même, parce que Michael en donne aussi. Il dit bien que pour les festivals citadins, centre-ville, il y a des AOM et ils sont pas forcément pertinents à ce moment-là. Voilà, donc après, c'est pour ça on a quand même donné ces trois parties-là et ces trois modes-là pour répondre le plus possible à tous les cas de figure des festivals, de festivals en mouvement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait un travail précis sur, euh, comme tu dis, le type de jauge ou le type de festival, effectivement. En tout Ouais, cas, en en termes fait, de coût, pour donner un exemple, sur un micro-festival, on va dire, euh, qui a transporté 10% de son public en navette, sur des navettes pendulaires entre la gare et le festival, la gare étant située à 30 minutes, le coût total du dispositif géré en régie, en comptant l'assurance, en comptant le salaire du runner, l'essence, etc. Je pense que ouais, c'est pour donner un ordre de grandeur, on est à moins de 500 euros pour environ une quarantaine de personnes transportées. Donc, je parlais d'un micro-festival. Ça donne un ordre de grandeur. Comparativement, donc pour des petits festivals, c'est peut-être adapté, comparativement à des solutions plus professionnelles qui pourraient être forcément plus chères. Donc, voilà, je pense que chaque festival trouvera un peu la chaussure la plus adaptée à son pied. Est-ce que on a terminé pour les questions sur l'immatriculation tourisme? On pourra en rediscuter à la fin si d'autres questions viennent d'ici là. Puis n'hésitez pas dans le chat également. On va passer sur l'exemple concret de la mise en place de navettes par un festival et notamment avec Mathieu et Laura du festival Au Foin de la Rue en Mayenne. Je sais qu'ils ont fait des petites modifs au slide, donc est-ce que vous pouvez partager votre écran? Ouais, ouais. Ouais, carrément. J'ai mis normalement le partage pour plusieurs et puis c'est pas grave, on passera. Voilà, et on va les laisser nous expliquer la mise en place des navettes au foin. Dans message direct, si tu veux. C'est OK pour vous, Ouais, on est en train de Ah partager. oui, d'accord. Désolée. Est-ce que c'est bon pour vous voyez notre écran, c'est bon? Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre en diapo si c'est possible Ouais, carrément. et ce sera parfait. Je sais pas si on. Donc bonjour à tous et à tous, pardon. Je suis Laura, je suis chargée de communication pour le Festival au Point de la Rue et je suis accompagnée du coup de Anne et de Mathieu. C'est ça. Donc Mathieu Leget, responsable administratif au sein de l'équipe au fond de la rue. Et Anne, régie générale Point de la Rue et avec une casquette développement durable. L'année dernière, j'étais éco-régisseuse sur le festival et j'ai évolué en régie G.
Donc, on va vous présenter un peu comment on gère le système des navettes qu'on appelle chez nous plus communément les navettes au foin pour le festival. Donc, pour rappel, au Foin de la Rue, c'est un festival qui a lieu le premier week-end de juillet et qui se situe en zone rurale dans le nord Mayenne. Voilà. Non. Hop. Donc, les navettes sont depuis 2022 gérées en interne par le festival. Avant, du coup, avant le Covid, en fait, c'était un service qui était pris en charge par la collectivité, initialement le département, puis la région. Donc, ce retour en interne de la gestion des navettes, ça a plusieurs conséquences. Moins de trajets possibles pour les festivaliers et également un coût supplémentaire pour eux parce qu'à l'époque, le trajet coûtait 1 € contre 5 € aujourd'hui. On observe aussi une baisse de fréquentation des billets TER Live. Donc, billet TER Live, qui est un dispositif proposé par la région Pays de la Loire et qui permet de rejoindre en TER la gare de Laval, nous, pour la somme de 5 €. Donc, on avait beaucoup de billets couplés, en fait, de personnes qui venaient via le billet TER Live, puis prenaient la navette. La conséquence étant que maintenant, on a aussi une baisse de ces billets-là. Autre conséquence due à l'internalisation, c'est un coût et une charge de travail supplémentaire pour les équipes du festival, bien sûr. Et un fonctionnement, parce que du coup, puisque c'était pris en charge, c'était évidemment, ça revenait à rien pour nos équipes. Et le fonctionnement doit encore s'affiner parce que on a peu d'historique, peu de données aussi d'analyse de fréquentation, et on a eu, alors c'est plus lié à des enjeux internes de fonctionnement, des départs de postes. Donc à l'heure actuelle, la stratégie navette est prise en charge à nous trois. Donc voilà, ça, en fonction un peu de nos compétences, on vient affiner euh, Le dispositif, Ouais, quoi. exactement. Mais voilà, ça reste encore quelque chose qui doit s'affiner parce que bah, c'est assez récent. Voilà, peu d'historique finalement. Je reviens du coup sur les navettes au fond en elles-mêmes. Donc nous, on propose 12 trajets aller-retour, donc qui effectuent le circuit gare TGV de Laval, gare routière de Mayenne et le festival qui se situe à Saint-Denis-de-Gâtine. J'ai pas précisé, mais sur le département de la Mayenne, il n'y a que Laval qui a une gare TGV. Sinon, après, on a des gares TER, mais on a quand même un réseau ferroviaire assez peu développé. En tout cas, surtout sur notre zone, sur notre territoire du Nord, là, pour le coup, on n'a pas de gare. Donc, il faut savoir que ce circuit-là, c'est au minimum 40 minutes de temps de trajet. C'est pas négligeable. Aujourd'hui, pour un festivalier, acheter un trajet, ça coûte 5 € et les billets sont disponibles sur notre billetterie en ligne et sur place en fonction des disponibilités. Notre jauge, elle se situe à 59 places par bus ou 55 places plus un espace PMR. Je vous donne des infos très très factuelles. Donc le coût pour le festival, on est quasiment à 3 000 € hors taxe. Et si on souhaitait du coup amortir en fait tout simplement, sans parler de rentabilité des navettes, il faudrait qu'on atteigne un objectif de 94% de remplissage, ce qui n'est pas n'est pas des moindres. Euh, Tac. Donc rapidement, le bilan 2024, on est assez satisfait parce qu'on a une fréquentation de 57% de nos bus. On est en hausse depuis 2022, donc malgré cette internalisation du dispositif, on arrive quand même à reconstruire quelque chose et on atteint en fait là de 2024 les chiffres de fréquentation qu'on avait auparavant euh, à- avant le Covid en fait. Euh, voilà, je vous ai donné aussi des infos un petit peu sociologiques, d'âge, de répartition par genre et d'origine. Euh, Parce que c'est toujours intéressant, nous, on se pose beaucoup, on verra, on vous a partagé aussi un peu nos perspectives. La question se pose toujours de savoir si on étend un petit peu notre réseau, notre couverture des navettes, parce que pour l'instant, du coup, on n'a qu'un seul trajet, même si on a deux points différents desquels les gens peuvent venir.
La question se pose par exemple de l'île-et-Vilaine, Fougères est pas très loin, même Rennes. Mais voilà, on constate que encore à l'heure actuelle, notre public est principalement ligérien et même mayennais. En 2024, on a diversifié un petit peu nos trajets. On était sur des choses très standards avec vraiment un aller, un retour en journée. Donc, on a supprimé en fait les trajets où on avait, je crois, vraiment une fréquentation très basse pour rajouter du coup trois trajets de nuit et qui ont très très bien fonctionné parce qu'ils étaient complets. Donc, on voit en fait que lié à notre public qui est, alors, je le mets entre gros guillemets, qui est assez âgé, voilà, puisque notre moyenne d'âge elle est à 36 ans. En fait, c'est des gens, du coup, qui sont plus amenés à vouloir dormir sur le camping, mais qui veulent avoir le confort, justement, de regagner leur chez eux après. Et comme, voilà, notre public étant principalement originaire du département, ils ont la possibilité de pouvoir rentrer chez eux le soir. En termes de temps de trajet, ça se fait. Et donc, bah, ils ont été très appréciés, ces trois trajets retour de nuit. Je laisse la parole à Mathieu Eh pour ben, allez, un peu j'enchaîne. notre calendrier. Donc pour la partie calendrier, c'était plutôt pour vous donner un peu des billes sur comment ça s'organise tout au long d'une année. Alors naturellement avec les particularités de chaque année, mais voilà, septembre-octobre, plutôt à l'heure du bilan et de tout ce que tu viens de présenter, Laura, de toute façon, en termes de chiffres et de statistiques. Nous, on a commencé, ouais, autour de novembre-décembre, on a commencé à se reposer la question pour l'année prochaine. Donc, ça nécessite de prospecter à nouveau aussi pour la partie prestataire. Et des éventuelles nouveautés qui sont basées sur le bilan et de comment on se réadapte aussi pour l'année d'après. Alors actuellement, c'est un peu en pause, on va dire, dans le sens où on essaye aussi de faire en sorte de regarder les horaires en gare de Laval pour que ça puisse être à peu près cohérent. Donc, tant qu'on n'a pas encore les horaires définitifs des trains en gare de Laval, pour l'instant, on est toujours un peu dans la réflexion sur la partie horaire, on va dire, quoi. En tout cas, normalement, à partir de mars, on va pouvoir mettre en vente la billetterie spécialisée des navettes au foin. Nous, à partir d'avril, se lance la campagne bénévole. Donc, c'est là qu'on commence à regarder aussi les créneaux bénévoles. Parce que dans l'idée, c'est que nous, c'est plutôt le volet bénévole qui, sur place, au moment du festival, accompagne les gens, vend des billets s'il reste d'espace disponible. Parfois, reste dans la navette aussi pour accompagner les personnes qui prennent la navette. Voilà, et du coup, au moment du montage du festival, il y a aussi une partie de montage navette, alors qui est bien moindre, hein, mais quand même en ce qui concerne la signalétique sur les points, gare TGV de Laval et gare routière de Mayenne, où on vient mettre la signalétique qui concerne les navettes au foin. Slide, ouais. Oui, il y a une dernière slide. Et du coup, voilà, t'en parlais tout à l'heure, Laura, les perspectives. Donc, forcément, on est, comme tu disais, vu le peu d'historique, on essaye aussi de réimaginer, de s'adapter chaque année. Du coup, alors, sur une partie déjà stratégie de vente, alors, on parlait de cross-selling tout à l'heure, enfin, vu ce que disait Rudy tout à l'heure, peut-être que ça peut aussi nous amener aussi des éléments de réflexion nous, de notre côté. Donc c'est un grand mot, mais en gros c'est plutôt pour réfléchir ouais à tout ce qui va pourrait être package et en gros de parcours d'achat on va dire pour un festivalier ou une festivalière quoi. Notamment aussi sur la partie communication, de pouvoir aussi cibler aussi un peu plus les personnes qui pourraient en avoir le besoin et de pouvoir, par exemple, des emails dédiés, pouvoir accentuer cette partie de communication et de l'existence des navettes au foin. Donc en lien avec la régie, donc avec Anne aussi, c'est de réfléchir à l'espace. Nous, on a aussi la particularité où, en dehors du site même du festival, il y a toute la partie parking, camping, tout ça, qui peut bouger un peu chaque année. Donc du coup, de réfléchir aussi sur où est-ce qu'on met ce point de dépose, départ-arrivée du site du festival. Et forcément, hein, puisque l'argent reste un peu le nerf de la guerre là-dedans, les pistes de mécénat aussi possibles pour ce projet-là des navettes.
Voilà, donc nous, il y a toujours on parle de Laval et de Mayenne parce qu'on est au sein même du territoire. Malgré tout, on est assez proche de d'autres villes, notamment côté Bretagne avec Fougères et tout ça. Donc chaque année, il y a un peu la question qui se pose aussi de pourquoi pas proposer d'autres lieux de navette. Mais forcément, le coût à l'heure actuelle en est un frein pour pouvoir développer un peu plus ce principe-là, quoi. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Peut-être tu peux répondre aux questions s'il y a des Sur questions. le choix peut-être du prestataire en tant que tel Oui. de navette, quoi. Je sais plus comment vous aviez choisi l'année dernière exactement au plus bas, quoi. On voyait, enfin, historiquement, à nouveau sur 2 ans, on était avec une entreprise rennaise, non, à côté de Rennes, pardon, pas rennaise, qui s'appelle Gandou, et qui était du coup une petite entreprise familiale, donc c'était assez chouette de pouvoir travailler avec eux, mais malheureusement, ils proposaient pas d'espace PMR dans les bus, et qui dit entreprise, petite entreprise, bah, des coûts plus importants, donc l'année dernière, vu la réalité économique du festival, on est allé un peu au... Enfin, on a recherché, enfin, on a démarché de nouveaux prestataires pour trouver un prestataire avec des coûts plus attractifs. Donc là, à l'heure actuelle, on travaille avec Keolis, qui est forcément une entreprise un petit peu plus grosse et qui propose aussi un espace PMR. Et pour le coup, c'était quand même un argument aussi de taille pour le festival. On a essayé de démarcher aussi la Transdev, qui a une fondation en fait, et qui, justement, pour nos pistes de mécénat, pouvait être une piste intéressante, mais ça n'a pas donné Pour le suite. moment, suite, Ouais. ouais. Mm. Donc on va certainement rester ouais, avec l'entreprise Keolis. Et il avait été question aussi l'année dernière de demander à l'ancien prestataire et au nouveau de savoir s'il était possible d'avoir des porte-bagages de vélo pour les gens qui voudraient faire tout ou partie de leur trajet à vélo, d'arriver en train avec leur vélo, de reprendre le bus, etc. et d'après être en vélo sur le stand du festival ou rentrer avec. Et on n'a pas trouvé que ça soit Keolis ou l'ancien prestataire Grandon la possibilité de mettre en place ça. Super, merci pour ce retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais vous laisser quitter le PowerPoint et puis on va reprendre la présentation avec Rudy. Ouais, je fais le partage et j'avais une petite question Ah oui, j'avais pas vu, excuse-moi. pour l'équipe du Fin de la rue. Merci pour cette présentation. Vous Mm. disiez pour 2025 que vous comptiez rajouter des lignes. Ce constat s'est fait à partir de quels éléments? Parce que je vois que la fréquentation est autour de 60%. On pourrait se dire que ben, le dispositif est suffisamment bien calibré. Est-ce que vous pensez que rajouter des navettes, ça permettra de répondre à une certaine demande sur certains horaires et du coup d'augmenter ce pourcentage? Ou alors à partir de quels éléments vous avez pris cette décision-là? Ah, alors, pour le coup, je pense que cette année, on ne sera pas en mesure de proposer un autre circuit, mais c'est parce qu'effectivement, tous les ans, même nos bénévoles se posent la question parce que au niveau du département, on est vraiment proche de l'Ille-et-Vilaine, on est à 20 minutes à peine, donc bah, on aurait envie de stimuler un petit peu ce public-là parce que les chiffres en l'état, enfin, voilà, ils montrent que notre public est principalement mayennais au niveau des navettes, mais c'est un constat de circonstance parce qu'on n'a pas d'autres circuits. Si jamais on développait d'autres trajets, bah, potentiellement on pourrait motiver un bassin de population autre. Mais bah, ouais, à chaque fois on se heurte justement à bah, du coup au coût que ça représente euh, et à, ouais, à la géographie. Enfin, finalement, au niveau des Pays de la Loire, avec le cumul du billet TER Live, on n'a pas besoin de... Je pense que voilà, ça nous suffit à un trajet. Ce serait vraiment de pouvoir aller tabler sur la région Bretagne. Et là, ça commence à faire loin parce que Fougères, en soi, on n'a pas tant de public qui vient de Fougères. Donc ce serait Rennes. Et là, pour le coup, ce serait... non, pas, non, non.
De quoi? Il n'y a pas de navette pour Ernest. Non, il n'y a pas de navette pour les Non. Rennais. En fait, c'est pas l'augmentation du nombre de navettes pour le trajet qu'on a mis en place déjà. Là, on est à peu près, enfin, ce qu'ils ont mis en place l'année dernière, c'était à peu près cohérent et ça fonctionnait bien. Par contre, c'est de se poser la question de faire un deuxième circuit, Ouais. et non pas une augmentation du nombre de navettes, quoi. Ouais. Le premier circuit. Ok. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. Justement, moi, je me suis toujours dit que ça pouvait être aussi pour les festivals un levier pour attirer de nouveaux publics, notamment en connectant des bassins de population qui, avant, n'avaient pas forcément la facilité de venir au festival. Est-ce que vous avez des éléments pour estimer ça, que ce soit sur votre expérience passée ou sur un prévisionnel? Ou peut-être, Michael, aussi, si toi, tu as des éléments qui permettraient pour un festival de se dire que ben, en mettant en place une navette au départ de telle ville, ben, ça pourrait amortir en fait son coût parce qu'en fait, ça va ramener un public qui avant ne serait pas forcément venu sans cette navette. Je sais pas si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça. C'est difficile parce que donc Laval, nous, c'est 50 000, enfin il y a 50 000 personnes sur l'agglomération. Mayenne, je crois que c'est 20 000. Donc déjà, tu vois, avec ce bassin-là, en termes de quantitatif de personnes, on atteint du coup 60% de fréquentation. Après, les villes proches sur la Bretagne, du coup, qui nous intéresserait, Ille-et-Vilaine, c'est Fougères et c'est 20 000 personnes. Vitré, je pense qu'on est à 20 000 aussi. Mm. Donc, en fait, on est quand même sur des populations qui sont assez dispersées. Bah, milieu rural, quoi. Donc, mais, et, ouais. Donc, en tout cas, là, les éléments qu'on a en l'état, je pense qu'ils nous permettent pas de Ouais. pouvoir, Il axe Vous de avez vu travail. un changement de profil dans la billetterie entre avant la mise en place de la navette et après, il n'y a pas un code postal qui a explosé dans les stats. Non, ça, vous n'avez pas vu de... Non. Non. Et puis, du coup, bah, vu qu'on a, avant 2022, on n'a pas les données. En fait, on Oui. gérait pas du tout la billetterie. Il y a que depuis 2022 Ah oui, qu'on d'accord, récolte ok. les infos. Donc, l'historique est vraiment, Ouais. vraiment, ouais, pas très long. Ok. Je sais pas, Anne, si tu voulais. Bah non, mais en fait, juste le point de... C'est vrai que la zone de faire venir de nouveaux publics, c'est vrai que c'est pas sous l'axe sur lequel on l'a travaillé. L'idée, c'était quand même vraiment de réduire les émissions carbone de nos festivaliers et de se dire, bah, en fait, le plus gros bassin de population qu'on touche, c'est Laval-Mayenne. Donc, OK, on met une navette en place là-dessus. Après, on a Ernée qui est juste à côté, qui est sur la route de Fougères et pourquoi pas de se dire qu'on va vers Rennes. Ça sera peut-être le deuxième si on arrive à trouver un mécène, mais l'axe de réflexion, il n'est pas forcément qu'on attire plus de festivaliers, mais qu'on permet moins Hmm. d'émissions carbone, en fait. Ok. Là, Donc, c'est intéressant de le penser aussi sous cet angle-là, hein, t'as raison aussi, hein. Donc, là, vous proposez que le départ de Laval, ça? Ou il y a d'autres villes? ouais, qui passe par Mayenne après, la ville de Mayenne, et puis qui arrive à Saint-Denis-Gatineau. Et après, de proposer d'autres petites villes sur la même ligne, parce que ça vous coûterait pas forcément plus cher, et après, ça peut proposer des petits services en plus sur les gens qui sont sur la ligne. Ça peut être une perspective, hein, c'est sûr. C'est Ouais. un effet. Bon, même si ça reste des grands axes, après, oui, s'imaginer. Alors, le truc, c'est qu'à chaque fois, tous ces impacts-là, ils ont un impact sur les créneaux bénévoles, ils ont un impact sur bah, le temps de trajet aussi pour les festivaliers de la gare de Laval jusqu'au site du festival. Mais c'est vrai que ça pourrait être à réfléchir aussi, ouais. Ça fait un peu plus de signalétique aussi, peut-être à poser suivant les différents endroits de stop qu'on peut imaginer, mais en effet, ça pourrait être une réflexion. Ouais. Si après, Faut, faut, faut se dire que la navette, elle met 40 minutes pour faire Laval-Saint-Denis-Gatineau, alors qu'en voiture, on est à 25 minutes. Hmm. Donc, faut pas non plus que ça prenne trop de temps parce que les Lavallois qui voudraient prendre la navette, ils vont se dire, bah, en fait, moi, j'y suis en 25 minutes, quoi. Donc, je vais pas non plus prendre un car qui prend 1 heure et demie pour y aller, quoi. Hmm. Et si on passe par plein de petites communes, c'est vrai qu'on bah, on augmente le temps de trajet, forcément. hmm. Et après, bah, je pense que vous pouvez le mettre à 6 ou 7 euros. Je suis pas sûr que vous perdez beaucoup de personnes, hein. Bah oui, bah chaque année, de toute façon, c'est vrai que c'est le dilemme. On n'a pas envie non plus. On veut que ça reste quelque chose qui donne envie en tout cas pour un festivalier ou festivalière qui souhaite rejoindre le festival. Donc c'est sûr que on se pose la question et on n'a pas trop envie d'y toucher. Et en même temps, c'est sûr que ça peut être aussi ça peut être un petit levier. Bon, après, ça représente pas non plus des quantités non plus astronomiques à l'heure actuelle, quoi.
Et merci du conseil. Merci pour ce retour d'expérience. On va passer cette fois à un retour d'expérience rennais avec Hermel Gegen. Désolé pour le nom, je pense que je suis pas meilleur non plus que toi, Marina. Je crois que tu es parmi nous, Hermel. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Ok, Guénéguès, effectivement, pas facile à prononcer. Mais du coup, je passe les slides pour toi si ça te va. Ouais, Hop. donc effectivement, je travaille chez Keolis Rennes, qui est l'exploitant du réseau Star de Rennes Métropole. Et donc, je vais vous parler du dispositif qu'on met en place pour les transmusicales. Depuis longtemps, j'y reviendrai juste après, hein, mais depuis 2004, c'est-à-dire la date à laquelle les transmusicales ont été transférées du centre-ville de Rennes vers le parc Expo, qui est situé à Bru, donc à un peu moins de 10 kilomètres de Rennes. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui est conséquent, hein, qui est vraiment, je dirais, le temps fort de l'année au niveau mobilisation, puisque comme je l'ai indiqué, on est 160 personnes, en fait, agents du réseau Star qui sont mobilisés à cette occasion-là, sur les 3 journées du festival, donc jeudi, vendredi, samedi. Donc le dispositif, il est constitué de deux types de navettes. Alors il y a le dispositif principal, c'est une navette qui permet de rejoindre le parc Expo depuis le centre-ville de Rennes, depuis l'esplanade Charles de Gaulle. Voilà, donc et qui donc est accompagné, on va dire, de la mise en place en fait d'une mini gare bus, hein, au niveau de Charles de Gaulle, qui permet de canaliser, on va dire, les flux, parce qu'il peut y avoir des moments où il y a pas mal de monde à monter. Et puis à l'arrivée au Parc Expo, l'avantage là, c'est depuis quelques années, la navette elle rentre directement dans un des halls du Parc Expo, ce qui permet finalement d'avoir des conditions optimales de débarquement des passagers, notamment comme le festival est en plein hiver, bah, c'est intéressant enfin, en plein hiver, non, c'est plutôt à la fin de l'automne, mais peu importe. En tout cas, dans des conditions climatiques qui sont souvent voilà, fraîches, ça permet d'avoir un confort optimal pour les festivaliers. Donc, vous avez un tableau là qui vous montre la fréquence des navettes. Hein, donc, la navette, elle va de 19h30, sachant que les concerts au Parc Expo démarrent souvent vers ouais, 20h, 20h, 21h. Donc, elle va de 19h30 jusqu'à vraiment la fin des concerts au Parc Expo. Donc les derniers départs sont autour de 7h, 7h30, voire 8h. L'idée, c'est que de toute façon, on continue à faire tourner les navettes tant qu'il y a besoin pour que chaque festivalier puisse regagner le domicile, enfin du moins le centre-ville de Rennes. Et donc avec voilà des fréquences en pointe qui peuvent monter à 3 minutes. Donc et là aussi hein, avec un bon taux de remplissage. Alors je saurais pas dire, j'ai pas de chiffres à ce niveau-là, mais vraiment la plupart des bus on les fait partir quand ils sont complets. Alors notamment sur les périodes plutôt début de soirée en provenance de Rennes et puis fin de soirée en provenance du Parc Expo, mais avec énormément de monde. J'y reviendrai un petit peu après sur la partie quantitative. Et puis le deuxième dispositif, c'est la partie circuit commune qui a été mis en place aussi, alors pas dès le départ, mais ultérieurement. Là, l'idée, en fait, c'est de permettre aux habitants des communes de la métropole, donc 25 communes de la métropole, sur 40, on va dire 42 communes au total hors Rennes. Donc, il y a 25 communes qui bénéficient d'une navette directement depuis la commune jusqu'au Parc Expo, avec deux arrivées, une à 22h et une à 23h30, et trois départs entre 4h15 et 6h45. Voilà, et puis j'avais mis aussi un rappelé que ça a été évoqué dans les présentations précédentes. On a également les régions et notamment les dessertes ferroviaires TER, que ce soit Bresgo en Bretagne ou Aléop en Pays de Loire, qui permettent d'avoir des conditions tarifaires préférentielles pour rejoindre Rennes. Et puis en intégrant sur le temps du festival et en intégrant aussi le billet navette. Donc on peut passer à la slide suivante. Alors
Donc, ce que je disais, hein, le dispositif, il existe depuis 2004, c'est-à-dire depuis que finalement le festival a été délocalisé au Parc Expo. Les circuits communes, je vous disais, ils existent depuis un peu plus tard, mais c'est dès 2007. Et puis voilà, l'intégration à l'intérieur du hall, ça je l'ai dit aussi, hein, c'est depuis 2018. En termes de chiffres, on est autour de deux tiers des festivaliers qui se rendent au Parc Expo grâce à la navette ou au circuit commune, donc en tout cas au transport en commun. Avec voilà, vous avez le détail hein, année après année, c'est assez vite monté en puissance et ça se maintient vraiment à un bon niveau. Le jeudi est plus calme, mais ça correspond à voilà à une soirée du festival où il y a moins d'affluence en fait au Parc Expo. Mais le jeudi, vendredi, on est voilà autour de 17, 18, 19 000 passagers. Donc c'est conséquent. Alors ce que j'ai dit et ce que j'ai eu l'occasion de dire aussi, hein, c'est que le dispositif il est vertueux parce que alors la navette, elle est la tarification de la navette en fait, c'est la tarification du réseau Star. Donc quelqu'un qui est abonné au réseau Star, bah, il a accès à la navette. C'est inclus dans son abonnement. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas abonné, il faut payer le tarif. Alors, on peut utiliser n'importe quel titre, hein, mais le ticket unitaire, c'est 1,70 € pour une heure de trajet. Donc, on a. Alors, enfin, on facilite en fait hein, on va dire le versement de cette somme pour le festivalier parce que soit on vend des tickets sur place à la montée dans la navette juste avant, soit maintenant on a ce qu'on appelle la validation par carte bancaire. Donc ça on présente directement sa carte bancaire sur le valideur et donc ça permet de même pas avoir besoin d'un ticket. En fait, c'est la carte bancaire qui devient le ticket. Mais ce qui permet au final d'avoir un niveau de recette qui est intéressant parce on doit être autour de 50 000 € de recettes sur l'ensemble du festival, ce qui permet de couvrir une bonne partie des coûts associés au dispositif. On n'est pas forcément à 100%, mais on est sur quelque chose qui en est pas très loin. Ça peut dépendre un peu des années. Et pourtant, hein, quand bien même, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre hein, au niveau conduite, mais aussi au niveau accompagnement, sécurité, etc. Encadrement, etc. Donc c'est vertueux quand ça se passe comme ça. Alors c'est aussi lié au fait hein, que la navette elle est sur un circuit relativement court, donc on n'a pas besoin de même pour faire de la haute fréquence, on n'a pas besoin d'un volume de bus tel que on n'arriverait pas entre guillemets à rentrer dans nos fonds. Alors, en termes d'un point de vue, je dirais administratif, hein, le, ces navettes, elles font partie de la délégation de service public. C'est-à-dire, nous, en tant qu'opérateur du réseau Star, on a un contrat pluriannuel avec la métropole de Rennes qui nous fixe les obligations de desserte sur le réseau Star d'un point de vue global et qui fixe un certain nombre de dessertes événementielles comme celui-là. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, juste avant de passer à ça, hein, juste pour dire, le partenariat, c'est vraiment un temps fort et on s'investit beaucoup dans ce partenariat parce que c'est un temps fort du territoire, tout simplement. Mais voilà, le directeur des transmusicales, l'association des transmusicales qui organise le festival s'investit elle aussi beaucoup dans le partenariat avec nous parce que effectivement, s'il n'y a pas la navette, il n'y a pas le festival. Enfin, en tout cas, ça aurait un impact extrêmement fort, donc ils en sont parfaitement conscients. Donc on travaille, on va dire, en bonne intelligence collective. Donc je vous disais que le dispositif, il fait partie de la délégation de service public. Je vous ai listé là toutes les dessertes spécifiques qui sont prévues dans notre DSP. Ça correspond finalement à des événements, alors qu'ils soient sportifs, culturels ou même autres, hein, puisqu'on voit par exemple le SPACE, qui est le salon de l'agriculture, le salon de l'étudiant, donc il y a un peu de tout. Ça correspond en fait à des événements qui nécessitent une desserte spécifique de par leur positionnement, enfin leur localisation, on va dire, et ou leur affluence. Il y a évidemment bien d'autres événements qui ont lieu tout au long de l'année sur le territoire de Rennes Métropole, mais voilà, ces autres événements,
en termes de desserte, le réseau régulier suffit, on va dire, et donc ne nécessite pas de compléments. Là, tout ce qui est ici, c'est qu'il y a il y a besoin de compléments. Voilà. Et donc, on a bien souvent des partenariats un peu plus globaux qu'on va conventionner, on va dire, avec. Alors, je suis encore sur juste la slide d'avant, mais juste pour terminer. Enfin, il y a une desserte spécifique qui est mise en place, mais il y a un partenariat plus global dans lequel on va engager des échanges de visibilité. Nous, on va communiquer sur le festival et puis souvent le festival va aussi communiquer sur le fait que Star est partenaire du festival. Il va y avoir des places qui vont être mises à disposition que nous, on va faire gagner à nos clients usagers du réseau Star, etc. Ce que veut dire, c'est que voilà, ça va au-delà de l'offre de transport en termes de partenariat. Et pour terminer, effectivement, euh, bah, un mot pour ouvrir un petit peu et dire, là, on a pris l'exemple des transmusicales à Rennes, hein, qui est un exemple particulièrement, on va dire, vertueux et positif, mais c'est un petit peu partout sur le territoire, dans les différentes villes et dans sur les différents réseaux de transport où on a ce type de mécanisme. Voilà, donc avec la collectivité qui demande à son opérateur transport de mettre en place des dessertes spécifiques pour rejoindre les événements qu'il peut y avoir. Et puis également, hein, enfin, alors ça peut être c'est des choses récurrentes comme la fête des Lumières à Lyon ou des choses plus ponctuelles sur les JO 2024. On a eu des, euh, des initiatives particulières. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Je suis pas sûr que ce soit l'objet du jour. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention. Puis je me tiens à dispo si vous souhaitez échanger ou poser des questions ou faire des remarques sur tout ça. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et très inspirante pour les festivals qui peuvent être parfois en lien avec leur collectivité, notamment les métropoles ou les intercos, sur justement un peu de négociation parfois, parce que les festivals sont dans cette position-là, pour pouvoir éventuellement bénéficier soit d'un renfort d'une ligne existante, soit carrément de l'ajout de lignes existantes. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette présentation, qui est très précieux comme retour, c'est le fait que le dispositif est à l'équilibre, ou en tout cas pas loin de l'équilibre, avec la seule vente des titres et du coup avec la fréquentation des festivaliers. Donc là, effectivement, le cas des trans est emblématique parce que c'est un dispositif qui est ancien et qui est bien connu des festivaliers des trans musicales, et du coup qui, voilà, les festivaliers savent que la navette est efficace et du coup il y a un taux d'occupation qui est élevé. Mais effectivement, voilà, c'est une info avec laquelle vous pouvez aussi aller négocier avec vos collectivités pour dire que c'est pas forcément une charge. En tout cas, qu'on peut viser l'équilibre si le dispositif est bien calibré. Et effectivement, c'est dans le cadre de cette délégation de service public qui est souvent pluriannuelle que vous pouvez essayer de vous inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi contacter vos réseaux culture de référence, notamment le réseau R2D2, pour faire ces négociations-là. Je sais pas s'il y a des questions pour Armel Genbeg. Michael a une question. Oui. Oui, bonjour Armel, merci pour la présentation. Euh, Historiquement, vous savez, parce qu'en fait, la clé, c'est que ça soit présent dans les DSP, en fait, que les événements. Donc, historiquement, c'est plutôt la région qui est allée vers les événements ou le contraire, parce qu'en fait, moi, je pense que dans beaucoup de régions, c'est loin d'être le cas. Toutes ces... En fait, ce qui se passe, hein, c'est que à l'époque, le festival des transmusicales, quand ils ont décidé de se délocaliser, ils ont intégré directement la question du transport et ils ont sollicité Rennes Métropole, donc qui est en l'occurrence notre autorité organisatrice de la mobilité, pour l'intégrer. Et donc après, effectivement, bah, ça reste une décision des élus, mais ça se passe comme ça de manière systématique. Là, en fait, nous, chaque année, on va avoir des festivals ou des organisateurs d'événements de manière plus globale qui vont nous contacter, soit nous, opérateurs, soit Rennes Métropole directement, Hmm. et puis nous solliciter pour mettre quelque chose en place, voilà, si jamais le réseau régulier ne suffit pas. Donc, généralement, enfin en tout cas à Rennes Métropole, il y a quand même un accueil, comment dire, il y a une écoute de la collectivité. Donc on étudie en fait, voilà, est-ce que le réseau convient ou pas, et sinon, qu'est-ce qu'on peut ajouter et dans quelles conditions.
Et souvent, on va expérimenter, parce que là, on parle des trans, mais il y a plein de petits événements dans les communes, par exemple, où bah, ce qu'ils veulent juste, c'est avoir un retour de la commune vers Rennes, par exemple, à minuit. Donc, souvent, on va le mettre en place, on va l'expérimenter. Et puis, si jamais bah, il y a un certain succès, même si c'est pas dès la première année que ça cartonne souvent, mais s'il y a jamais voilà, l'organisateur s'investit aussi pour valoriser le dispositif, qu'il y a un peu de monde, bah, dans ce cas-là, on va l'ancrer dans le temps. Ouais, mais souvent, les organisateurs, d'une, ils ont du mal à trouver le contact à la région avec qui est discuté. Et il y a plein de régions où on leur dit, bah, pas de souci, si on vous met des transports, on vous enlève la petite subvention qu'on vous donne déjà. Et il y en a Hmm. pas mal qui sont beaucoup moins ouverts à la discussion que Bretagne ou Rennes, hein, je pense. Ouais, c'est possible. Parce que les DSP, ça dure combien de temps? Parce qu'après, ça veut dire qu'il faut Alors, négocier avec eux avant la prochaine DSP, quoi. non, 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 non. C'est ce que j'allais dire, en fait, pour compléter ma réponse, c'est qu'en fait, alors, une DSP, ça dure entre 5 et 10 ans en général. Là, nous, on est sur 8 ans, et puis la prochaine va être de 7 ans. Mais en fait, on a, en tout cas sur Rennes Métropole, mais c'est à peu près le cas partout. Alors, c'est vrai que c'est particulièrement le cas à Rennes, parce qu'il y a une tradition d'adapter le réseau chaque année. Mais on a ce qu'on appelle un plan d'action annuel, c'est-à-dire qu'en fait, on a un processus, on va dire, contractuel qui nous permet d'adapter la DSP chaque année, avec souvent des plus et des moins. Donc, on a un cadrage prévu sur toute la durée du contrat, mais on l'adapte en permanence. Et ce type de dispositif, ça rentre dans les adaptations annuelles qu'on va faire. D'accord. Mais bon, je suis conscient hein, que Rennes Métropole est une collectivité qui a une ambition sans doute particulière sur la mobilité alternative à la voiture et qui a sans doute aussi voilà, une tradition de soutenir les événements culturels sur le territoire. Donc, c'est certainement pas. Les planètes sont sûrement pas aussi alignées partout, j'en suis bien conscient. On a de la chance d'être à Rennes. Hmm. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Maël d'Astropolis, apparemment. Ouais. Alors, je vois pas tout le monde, donc je vais arrêter le partage. Maël, si tu veux y aller. Oui, oui. Bonjour Armel, et puis merci pour ce témoignage qui était très intéressant. Moi, je suis assez curieux parce qu'on met en place quelque chose d'assez similaire à Brest, mais hors DSP, donc c'est-à-dire que tout est à notre charge. Sur les trans, là, vous avez combien d'articulés qui sont en circulation durant la soirée? J'ai pas le chiffre exact en tête, donc je pourrais vous le redire post-réunion si vous voulez, mais je pense qu'on doit être de l'ordre d'une quinzaine, quelque chose comme ça. Mais Ok, si vous voulez le chiffre exact, je vous le redirai. ok, ok. Et sur la partie DSP, là, du coup, c'est plutôt vous discutez avec les élus transport ou c'est culture, tourisme ou c'est un petit peu tout le monde en même temps? Oui, alors nous on est la DSP, elle est pilotée par la direction mobilité. Et après, donc là, ça va être, enfin, sur quelque chose comme ça, on va discuter, nous, avec les services techniques, en fait, qui eux-mêmes vont se mettre en relation avec le service culture. Et puis voilà, et après, ça c'est au niveau technique. Et après, au niveau politique, les élus aussi, le cas échéant, ont un échange si besoin. En tout cas, à la fin, c'est voté par le conseil métropolitain. De toute façon, en fait, nous, c'est tous les ans, il y a un vote au conseil hein, qui vient dire, bah, c'est ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, le plan d'action offre. C'est toutes les adaptations par rapport à la DSP telle qu'elle était initialement prévue. Et là, tous les élus sont amenés à voter ça. Et du coup, cette DSP, elle prévoit c'est le cadre, le budget, le tarif du trajet ou c'est juste une desserte supplémentaire sans condition qui est inclus dedans? Alors, par exemple, là, on est en pleine période de renouvellement. Notre DSP se termine à la fin de l'année. On est en train de travailler à la suivante. Dans le cahier des charges de la métropole, on a un cahier des charges très précis en termes d'offres, que ce soit sur le réseau régulier ou sur le réseau événementiel, enfin, ou sur les dispositifs événementiels. Donc là, on sait très bien, hein, l'offre qu'on a remise, on a chiffré les trans et puis tous les 15 événements que je vous ai montrés pour chaque année du contrat, chaque année où l'événement a lieu.
Donc ça, déjà, ça c'est embarqué avec un dispositif très précis sur les trajets, sur les circuits, ce qu'on va mettre en place. Après, en complément, on a finalement un principe de bordereau de prix unitaire qui est intégré, qui est annexé à la DSP, qui va dire bah, si on rajoute, je sais pas, tel dispositif qui va impliquer tant d'heures de conduite et tant de kilomètres réalisés, etc., on a des prix unitaires au kilomètre, à l'heure, qui nous permettent de valoriser ça et de finalement voilà, de cadrer ça avec Red Métropole. Ok. Eh ben, merci beaucoup Oui, mais pour ces réponses. donc, au final, c'est la métropole qui décide ou pas de financer ou pas, quoi. Ouais, tout à fait. C'est la métropole ou pas qui décide de ça. Après, nous, en tant que, encore une fois, hein, nous, ce qu'on fait, c'est déjà être ouvert aux demandes, prendre le temps de les étudier, de les remonter, essayer de trouver les solutions les moins onéreuses possibles, les plus intelligentes possibles. Ça a plus de chances de passer, voilà. Si et voire même après, parce que nous-mêmes, on a ce qu'on appelle une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a un volume kilométrique à réaliser. Et après, si ça se fait à plus ou moins 1% sur l'année, on va pas à chaque fois refacturer ou restituer à la métropole le gain. Donc, quand on peut le faire aussi, nous, à notre niveau, on le fait. C'est-à-dire qu'on va pas forcément imputer de coûts supplémentaires. Par contre, on a toujours une validation quand même par la collectivité de ce qu'on fait pas, parce que ça peut faire tache d'huile aussi. Donc, il faut que la collectivité soit OK pour que, voilà, pour qu'on mette en place quelque chose. Ok, merci beaucoup encore pour ces éléments très intéressants qui seront, on l'espère, inspirants pour les festivals dans d'autres territoires. On va clôturer l'enregistrement pour échanger de manière un petit peu plus informelle si vous le souhaitez.